Tout d'abord, un immense merci aux musées royaux de Greenwich, qui comprennent le Musée national maritime, le Cutty Sark et, dans le cas de cette vidéo en particulier, l'Observatoire royal, pour leur coopération et leur aide lors du tournage de cette vidéo. Dans le cas particulier de cette vidéo, ils m'ont permis d'accéder à l'Observatoire royal et m'ont donné l'autorisation de filmer les magnifiques horloges que vous allez voir plus tard dans cette vidéo et qui fonctionnent toujours, d'ailleurs. Si vous êtes à Londres, vous pouvez visiter l'Observatoire royal pour en savoir plus sur le sujet de cette vidéo, ainsi que le Musée national maritime, le Cutty Sark et la Queen's House pour explorer différentes périodes de l'histoire navale. Place à la vidéo. Le 22 octobre 1707, une flotte britannique sous le commandement de l'amiral Sir Cloudesley Shovel rentrait à Portsmouth après une campagne menée dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne. Sa flotte se composait de 21 navires, 2 petits bâtiments non classés, 4 brûlots et 15 vaisseaux de ligne, ces derniers comprenant plusieurs vaisseaux à 3 ponts de premier et de second rang, représentant ainsi une part importante de la puissance de feu de la ligne de bataille lourde de la Royal Navy à cette époque. Cloudesley Shovel avait à ce moment-là une réputation bien méritée de succès au combat et occupait un grade équivalent à ce que l'on appellerait aujourd'hui amiral de la flotte. Les équipages des navires étaient pour la plupart composés de marins expérimentés qui entraient maintenant dans les eaux nationales. Pour être honnête, le retour fut difficile. Des coups de vent, des grains et un temps généralement couvert avaient compromis leur capacité à effectuer la plupart de leurs observations de navigation habituelles, en particulier celles de la latitude, qui n'avaient pu être observées qu'à quelques reprises pendant le voyage. Les sondages étaient encore possibles et, la veille, ils avaient indiqué qu'ils quittaient le grand large pour s'approcher des côtes. Une éclaircie providentielle dans le temps leur avait permis de prendre une mesure de latitude au même moment, qui leur avait donné une valeur de presque, mais pas tout à fait, 49 degrés nord. En consultant leur carte, cela suggérait qu'ils se trouvaient à environ 200 milles à l'ouest-sud-ouest des îles Scilly, l'avant-poste le plus au sud-ouest des îles britanniques, puisque c'était là que ces 2 points de données semblaient coïncider. Le vent tourna alors en leur faveur et le navire mit le cap à peu près à l'est-nord-est en direction de la maison, comptant sur l'estime alors que les vents changeants et les courants les emportaient dans ce qu'ils espéraient être à peu près la bonne direction. Puis, vers 20h le 22, il y eut un fracas soudain de bois contre la roche lorsque la flotte s'écrasa de plein fouet sur les rochers des îles Scilly. Le navire amiral His Majesty's Ship Association eut sa coque éventrée et le puissant 3 ponts de 90 canons disparut sous les vagues en moins de 5 minutes, emportant avec lui chacun des plus de 800 hommes à bord, y compris l'amiral Shovel. Derrière elle venait le vaisseau de premier rang His Majesty's Ship St. George, qui vit le navire amiral sombrer et vira rapidement pour tenter d'éviter le même sort. Il ne fut pas tout à fait assez rapide pour s'en sortir indemne, le navire heurta tout de même les rochers et y resta coincé, mais ce fut un choc de biais et la vitesse réduite permit finalement au navire de se dégager des rochers et de rentrer tant bien que mal au port. Le brûlot Phoenix connut la même expérience, mais étant un navire beaucoup plus petit, il s'échoua volontairement pour pouvoir être réparé avant de finalement rentrer lui aussi à la maison. Le vaisseau de 3e rang à 70 canons, His Majesty's Ship Eagle, n'eut pas cette chance. Comme l'association, elle coula presque immédiatement avec un nombre similaire de personnes à bord, là encore sans aucun survivant. Le vaisseau de 4e rang, His Majesty's Ship Romney, chavira également et disparut presque en un clin d'œil. 289 hommes périrent avec elle, seul son maître d'équipage survécut d'une manière ou d'une autre. Finalement, le His Majesty's Ship Firebrand s'écrasa sur le rocher qui venait d'engloutir l'association quelques minutes auparavant. Le plus petit navire fut ensuite ramené en mer par une grosse vague et tenta désespérément de gagner la côte, mais il coula avant d'y parvenir, 28 de ses 40 membres d'équipage sombrant avec lui. Le vaisseau de premier rang His Majesty's Ship Royal Anne échappa de justesse à un sort similaire, l'équipage ayant eu tout juste le temps de hisser les voiles et de manœuvrer la barre pour éviter les flots écumants autour des rochers. C'était si serré que, lorsqu'il vira, les marins qui risquaient leur vie sur les vergues pour manœuvrer les voiles de une pouvaient regarder droit en bas sur les écueils qui avaient failli leur coûter la vie. Entre 1400 et 2000 hommes périrent en l'espace de quelques minutes cette nuit-là, ce qui en fait l'une des pires catastrophes de l'histoire de la Royal Navy.
Divers facteurs ont contribué aux événements de cette nuit-là, notamment un courant que certains marins soupçonnaient, mais dont l'existence ne fut réellement confirmée qu'au 19e siècle, et qui avait entraîné la flotte bien plus au nord que ce qu'ils pensaient. Mais l'un des facteurs était l'incapacité à calculer la longitude. En réponse à cela, ainsi qu'à plusieurs autres catastrophes, une présentation a été faite au Parlement quelques années plus tard sur ce problème précis, et en 1714, la loi sur la longitude a été adoptée. Elle proposait diverses récompenses. 10 000 livres à la personne qui pourrait trouver un moyen fiable de déterminer la longitude en mer avec une erreur de plus ou moins 1 degré, soit 60 000 nautiques au maximum, puisque la distance couverte par 1 degré de longitude varie selon la proximité des pôles ou de l'équateur. Si l'erreur était de plus ou moins 40 minutes d'1 degré, soit les 2/3 d'1 degré, ou 40 000 nautiques, le prix était de 15 000 livres, et si l'erreur était de plus ou moins 1 demi-degré, ou dans les 30 000 nautiques de la destination réelle, le prix serait de 20 000 livres. Un certain nombre de prix moindres étaient également proposés pour des méthodes qui pourraient ne fonctionner qu'à proximité des côtes, là où la plupart des pertes de navires se produisaient, ou si quelqu'un avait une idée manifestement bonne, mais pouvait manquer de fonds pour la mettre réellement en œuvre. Pour donner une idée de la valeur, en ajustant uniquement pour l'inflation, le prix principal valait environ 3,2 millions de livres, mais en termes de valeur relative, c'est-à-dire ce que cet argent pouvait vous permettre dans la société dans son ensemble, comme acheter des maisons et ce genre de choses, il valait en réalité plus près de 56 millions de livres, ou, pour le mettre dans un contexte plus proche, c'était à peu près le coût d'un grand navire de 5e rang ou d'un petit navire de 4e rang acheté directement. Mais pourquoi la détermination de la longitude était-elle si importante? Eh bien, déterminer où l'on se trouve en mer, sans les luxes modernes comme le Global Positioning System, est un processus étonnamment difficile. Vous pourriez croire que si vous connaissez votre direction, c'est-à-dire si vous avez une boussole correcte, ce qui n'a pas toujours été garanti pendant la majeure partie de l'histoire, et que vous connaissez votre vitesse, vous pouvez simplement tracer votre route sur une carte en supposant que la carte soit précise et que vous sachiez d'où vous êtes parti. C'est la forme la plus basique de la navigation à l'estime. Mais le vent, les vagues, les courants et de nombreux autres facteurs conspirent tous à pousser votre navire hors position. Vous finiriez rapidement par croire que vous êtes à un endroit, alors qu'en réalité, vous seriez dans un lieu complètement différent, autre que celui suggéré par la simple navigation à l'estime. Et cet endroit pouvait souvent signifier être retourné, en train de couler ou en feu, après avoir percuté un objet immobile comme un gros rocher. Et si vous n'avez pas de chance, vous pourriez errer sur les océans pendant des semaines ou des mois, vos provisions s'épuisant progressivement. Ce serait alors une course entre la déshydratation, la faim et le scorbut pour déterminer ce qui vous emportera en premier. Alors, comment les marins jusqu'à présent faisaient-ils pour, la plupart du temps, au moins, ne pas mourir? La chance jouait un rôle, mais il existait aussi plusieurs méthodes que vous pouviez utiliser pour augmenter vos chances. Si vous naviguiez principalement le long des côtes en faisant du commerce local ou du commerce international, mais avec une traversée relativement courte en haute mer, comme par exemple le détroit de Douvres, le Bosphore, le détroit de Gibraltar, la zone entre la Sicile, l'Italie, Malte et l'Afrique du Nord, et d'autres zones similaires, alors vous pouviez généralement acquérir une bonne connaissance des vents, des marées, des courants et des caractéristiques du paysage le long de votre route, puis utiliser ces éléments pour vous donner le meilleur point de départ pour les passages en pleine mer, qui devrait alors être suffisamment court pour que vous arriviez à peu près dans la bonne zone de l'autre côté grâce à une simple estimation à l'estime. Cette connaissance locale est encore appréciée pour le commerce côtier et dans des professions comme les pilotes de port, même aujourd'hui à l'ère de la navigation numérique. Mais si vous vouliez entreprendre de plus longs voyages en haute mer ou si vous souhaitiez emprunter plusieurs routes commerciales différentes où il serait peu pratique, voire trop coûteux, de trouver suffisamment de personnes possédant les connaissances nécessaires, il était alors, au début du XVIIIe siècle, connu qu'il existait 2 éléments permettant de déterminer votre position, la latitude et la longitude. La latitude correspond à votre position au nord ou au sud de l'équateur et cela peut être déterminé relativement facilement avec une bonne précision en mesurant la hauteur et donc l'angle du soleil à midi en tenant compte de la variation des saisons si nécessaire.
Cela était relativement facile à faire avec une variété d'instruments, jusqu'à un simple bâton vertical, tant que vous pouviez voir le soleil. Avec certains équipements, même une journée nuageuse pouvait donner une mesure acceptable s'il y avait assez de luminosité. Mais cela ne vous donnait qu'une ligne horizontale autour du globe sur laquelle vous vous trouviez quelque part. Longitude. C'est l'endroit où vous vous trouvez à l'est ou à l'ouest par rapport à un méridien donné ou à la ligne 0. Si vous connaissiez cela, alors l'endroit où les lignes de latitude et de longitude se croisaient était votre position précise. Le méridien exact que vous utilisiez n'avait pas vraiment d'importance tant que vos cartes et autres livres de calcul reflétaient ce choix particulier. Certains méridiens traversaient la capitale d'un pays, d'autres passaient par divers endroits pour des raisons politiques, comme celui qui traversait les îles Canaries. Certains méridiens étaient tracés pour des raisons religieuses, comme ceux passant par Rome et Jérusalem. D'autres encore étaient basés sur une théorie d'un méridien naturel mondial qui pouvait être trouvé par expérimentation empirique, et d'autres simplement parce que cela facilitait le dessin de la carte d'une région donnée, soit en passant au centre de la zone représentée, soit en étant placé à l'extrême gauche, comme le point 0 d'un graphique, selon la préférence du cartographe. Bien sûr, cette multitude de méridiens et l'expansion du commerce mondial pouvaient rendre un peu difficile l'obtention de toutes vos cartes se référant au même méridien. Sur Terre, déterminer la longitude était toutefois assez simple. On savait déjà qu'à différentes longitudes, le Soleil atteignait midi à des heures différentes par rapport à votre méridien de référence, et comme les unités de temps ainsi que celles de longitude et de latitude fonctionnaient sur un système numérique en base 60, elles se divisaient assez facilement entre elles. Donc, si vous aviez une horloge réglée sur l'heure apparente de votre méridien de référence et une autre réglée sur votre midi local, vous pouviez déterminer la différence entre les deux, puis calculer de combien de degrés, minutes et secondes de longitude vous étiez à l'est ou à l'ouest de votre position centrale. D'autres méthodes existaient, comme l'observation des éclipses, qui fonctionnait aussi pour des points fixes terrestres, mais les éclipses étaient trop rares pour être vraiment utiles en mer. Le problème n'était donc pas de savoir si la longitude pouvait être calculée ou non, c'était simplement que ces méthodes ne fonctionnaient pas en mer, par exemple. Une méthode basée sur l'horloge ne permettait pas de maintenir une température constante à bord d'un navire, faisant que les matériaux des horloges se dilataient ou se contractaient selon les conditions météorologiques. Cela pouvait alors entraîner le déréglage des mécanismes délicats, pouvant sauter ou perdre du temps. Ou la tension pouvait augmenter, les faisant avancer trop vite en supposant que votre horloge fonctionnait correctement au départ. Sur Terre, cela pouvait être corrigé périodiquement en se référant au midi local ou à d'autres observations fixes. Et les différences connues entre les points fixes. En mer, vous étiez toujours en mouvement, et déterminer quand avait lieu le midi local était justement tout l'enjeu. Un autre facteur était la façon dont les horloges de l'époque étaient alimentées. Les navires se déplaçaient en 3 dimensions en mer, parfois violemment, affectant les systèmes délicats de balance, poids, pendule, ressort et autres méthodes de tension. Donc, même si vous aviez une horloge qui était insensible aux changements de température ou d'humidité et qui fonctionnerait normalement parfaitement, le fait d'être sur un navire pouvait quand même fausser ces mesures. Ainsi, pour les voyages plus longs, disons à travers la mer du Nord ou pour les différentes traversées transatlantiques et même transpacifiques qui étaient relativement courantes au début du XVIIIe siècle, il fallait se contenter des méthodes basées uniquement sur la latitude. Lorsque possible, comme la flotte de Chauvel l'avait fait, cela était complété par des observations de points connus déjà cartographiés, tels que la remontée du fond marin grâce au sondage. En supposant que tous ces points avaient été cartographiés et fournissaient des repères connus et qu'ils avaient été cartographiés avec précision dès le départ, mais si c'était le cas, une fois que vous saviez où se trouvaient ces points fixes, vous pouviez les localiser en les associant à la latitude lorsque vous les croisiez sur une carte. Le problème était que, même si tout cela se produisait, il fallait savoir que vous étiez dans cette zone approximative pour pouvoir faire cette observation. Et même dans ce cas, cela indiquait seulement votre position géographique fixe et connue. Avant ou après avoir atteint ce point fixe, vous étiez encore largement dans l'incertitude. Et si vous ne saviez pas que vous étiez dans la zone de ce point fixe au départ, interpréter ce qu'une observation pouvait signifier, comme une sonde où le fond marin remontait, pouvait être presque impossible car cela pouvait arriver à de nombreux endroits.
Mais dans sa forme la plus rudimentaire, une méthode basée uniquement sur la latitude pouvait consister simplement à s'éloigner de votre point de départ pendant un certain temps, juste assez pour éviter toute terre que vous pourriez rencontrer dans la direction où vous allez, puis à vous diriger vers le nord ou le sud, selon le cas, jusqu'à atteindre la latitude de votre destination. Puis, naviguer vers l'est ou l'ouest, en restant sur cette ligne jusqu'à votre destination. Pour des itinéraires complexes, vous pourriez atteindre un point de référence comme une île pour effectuer un autre ajustement. En théorie, vous pouviez faire cela n'importe où le long de votre route, mais il était considéré préférable de faire les ajustements tôt, tant que votre estimation à l'estime pouvait encore être relativement précise. En effet, se contenter de naviguer vers l'est ou l'ouest et espérer faire le changement au dernier moment pouvait vous amener à heurter directement la côte si votre estimation de la distance parcourue était inférieure à la réalité, ou bien vous obliger à naviguer le long d'une côte très peu familière. Mais cette méthode était inefficace, puisqu'elle transformait essentiellement le voyage sécurisé en une série de déplacements verticaux et horizontaux, ce qui pouvait ne pas convenir au vent, et de toute façon, c'était plus long qu'une route plus directe. C'était aussi peu fiable car toute navigation sur le long terme pouvait signifier que vous finiriez sur la latitude choisie, mais l'endroit exact par rapport à votre destination pouvait être totalement inconnu, ce qui pouvait vous amener à aller complètement dans la mauvaise direction avec des provisions très limitées. En effet, en 1741, des décennies après la loi sur la longitude, mais avant que la solution n'ait finalement été trouvée, le Commodore Anson, lors de son célèbre tour du monde à bord du His Majesty's Ship Centurion, a été confronté exactement à ce problème. Il essayait de passer de l'Atlantique au Pacifique en contournant la pointe de l'Amérique du Sud. Il avait navigué vers l'ouest après avoir atteint une latitude de 60 degrés sud. Droit dans une terrible tempête. L'estime, après un long moment de navigation, lui a dit qu'il avait enfin franchi le détroit et il est donc parti vers le nord jusqu'à la latitude de 35 degrés sud, ce qui devait lui permettre d'atteindre l'île Juan Fernandez, où il y avait de la nourriture, de l'eau douce et du bois. Toutes choses dont son navire endommagé et son équipage mourant avaient désespérément besoin. Mais les tempêtes avaient fait que le navire avait en réalité beaucoup moins progressé vers l'ouest qu'il ne le pensait, et sans aucun moyen de déterminer leur longitude réelle, le navire s'échoua presque directement sur la côte ouest de la Terre de Feu. Il décida donc de se diriger vers l'ouest. Il a continué vers le nord jusqu'à 35 degrés sud, à la bonne latitude, mais sans connaître sa longitude. Il ignorait s'il devait aller à l'est ou à l'ouest pour trouver l'île. Il a d'abord choisi l'ouest. Mais après 4 jours, il conclut qu'il avait dû trop dévier vers l'ouest lorsqu'ils étaient plus au sud et dut donc rebrousser chemin. En fait, il était à seulement quelques heures de sa destination, et donc, après être reparti vers l'est et avoir failli arriver directement sur le Chili contrôlé par les Espagnols, ils durent encore une fois faire demi-tour, plus de 2 semaines après avoir atteint la bonne latitude pour la première fois. Ce retard lui coûta 80 hommes morts du scorbut rien que pendant cette recherche est-ouest, et d'autres encore mourraient une fois arrivés sur l'île, car ils étaient trop affaiblis pour se rétablir. Cet incident ainsi que la tempête le laisseraient avec moins de la moitié des 500 membres d'équipage d'origine du Centurion. La tragédie était d'autant plus terrible que 5 ans plus tôt, en 1736, un horloger relativement inconnu qui se faisait appeler George Harrison était monté à bord du navire et avait utilisé une horloge qu'il avait conçue pour tenter de remporter le prix de la Longitude Act, aidant ainsi avec succès à naviguer le Centurion de la Grande-Bretagne jusqu'à Lisbonne, au Portugal. Bien que l'horloge ait encore eu quelques problèmes de perte de temps pendant le voyage de retour à bord du His Majesty's Ship Orford avait démontré sa valeur, car l'horloge avait indiqué que leur longitude était d'environ 60 milles différente de celle calculée par les officiers du navire. Cela s'est avéré très chanceux, car l'approche que le navire effectuait ressemblait étrangement à celle qu'avait faite la flotte de l'amiral Chauvel plusieurs décennies auparavant, et l'horloge a sauvé l'Orford de s'échouer de la même manière à la pointe sud-ouest des îles britanniques. Mais cet appareil particulier, l'horloge H, comme nous l'appelons aujourd'hui, dont nous parlerons plus tard, avait tout de même perdu un peu de temps, comme nous l'avions déjà noté, et était donc jugé inadapté aux voyages longue distance. La loi sur la longitude de 1714 n'était pas la première tentative des gouvernements d'offrir des récompenses démesurées pour résoudre ce problème. Calculer la longitude à bord des navires permettrait des routes commerciales plus courtes, moins de naufrages et une marine plus précise et mobile.
En somme, cela pourrait être un bouleversement qui renverserait complètement l'équilibre des pouvoirs. Philippe II d'Espagne, celui de l'Armada, avait offert exactement un tel prix, et son successeur Philippe II Ier avait renouvelé cette offre avec une récompense qui valait 60 fois le revenu annuel moyen, laquelle serait ensuite versée aux gagnants sous forme de pension permanente, c'est-à-dire que vous receviez cette somme chaque année, tous les ans. Plus une autre somme qui valait 180 fois le revenu annuel moyen versé en une seule fois au départ. Les Néerlandais se sont joints à cette initiative dans les années 1600, alors que leur propre commerce international prenait son essor et des dizaines d'inventions ont été proposées. Certaines étaient manifestement irréalisables, mais un bon nombre étaient suffisamment bien conçues pour que les gouvernements respectifs prennent en charge les frais des inventeurs, même si les mécanismes eux-mêmes ne donnaient finalement rien. La Grande-Bretagne et la France ont aussi proposé des prix similaires, surtout de façon privée, mais à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, quand leurs empires commerciaux ont enfin pris leur essor. Cependant, avec la loi sur la longitude, il n'y eut pas seulement le prix, mais aussi une méthode de test spécifiée. Plus précisément, toute proposition serait considérée comme un succès lorsque, selon la loi, un navire désigné par l'édit commissaire ou la majorité d'entre eux naviguerait effectivement sur l'océan depuis la Grande-Bretagne jusqu'à un port quelconque des Indes occidentales que ces commissaires ou la majorité d'entre eux choisiraient ou nommeraient pour l'expérience sans perdre leur longitude au-delà des limites mentionnées précédemment. Les commissaires étant ceux du Conseil de la longitude qui étaient désormais établis pour juger les différentes propositions. Bien qu'ils viennent d'horizons très variés, la majorité des membres du Conseil appartenaient à l'une des trois catégories suivantes, députés, professeurs de mathématiques d'Oxford et de Cambridge ou amiraux de la Royal Navy. L'astronome royal était aussi inclus pour parfaire le tout. Isaac Newton a résumé l'état de l'avancement scientifique de l'époque, ainsi que les méthodes qui étaient proposées comme étant les plus prometteuses. En tant que président de la Royal Society à l'époque, il était bien placé pour comprendre ces choses. Les méthodes étaient, selon son entrée, l'une consiste à utiliser une montre pour garder l'heure exacte, mais en raison du mouvement d'un navire, de la variation de la chaleur et du froid, et de la différence de gravité selon les latitudes, une telle montre n'a pas encore été fabriquée. Une autre consiste à utiliser les éclipses des satellites de Jupiter, mais en raison de la longueur des télescopes nécessaires pour les observer et du mouvement d'un navire en mer, ces éclipses ne peuvent pas encore y être observées. Une troisième méthode utilise la position de la Lune, mais sa théorie manque encore de précision pour cette fin. Elle est suffisamment précise pour déterminer sa longitude à 2 ou 3 degrés près, mais pas à 1 degré près. Une quatrième méthode est le projet de M. Deaton, mais celui-ci sert plutôt à tenir un relevé de la longitude en mer qu'à la retrouver si jamais elle venait à être perdue, ce qui peut facilement arriver par temps nuageux. Ce dernier projet n'était pas, comme on l'a noté, un projet de calcul, mais plutôt un projet de référence. Très brièvement, l'idée était en fait assez hilarante à première vue. Elle supposait que de vieux navires pouvaient être emmenés en mer comme des carcasses et ancrés à des points fixes de longitude en ligne à travers l'océan en utilisant vraisemblablement une observation d'éclipse ou quelque chose de similaire pour déterminer leur position de départ. On n'a jamais vraiment expliqué comment on pouvait ancrer une vieille galion sur plusieurs kilomètres de profondeur océanique, mais en supposant que cela soit possible, ces navires seraient alors bien approvisionnés et auraient un petit équipage qui serait ravitaillé ou relevé par des navires de maintenance circulant le long des lignes de latitude suivies par ces lignes de navires. L'objectif principal de ces carcasses était que chacune soit équipée d'un arsenal d'énormes fusées pyrotechniques. Celles-ci seraient ensuite lancées à des heures précises pendant la nuit, chacune parvenant d'une manière ou d'une autre à atteindre une altitude de plus de 6000 pieds, ce qui, pour référence, représente environ le double du record du monde actuel pour l'altitude d'un feu d'artifice, du moins officiellement. À ce moment-là, ce missile balistique à courte portée de la fin de l'époque Stuart ou du début de l'époque géorgienne exploserait dans un style apocalyptique approprié, permettant à tous les navires dans un très large rayon de repérer l'emplacement et la direction de la détonation, et ainsi, grâce à sa couleur et à l'heure, de déterminer leur propre distance par rapport à la carcasse en question, et donc leur propre longitude relative. Il n'a jamais été très clair non plus qui allait payer pour qu'une part significative de la puissance de feu collective de la planète en 1714 soit déployée en mer puis lancée dans le ciel à intervalles réguliers, et inutile de préciser que ce projet n'a jamais vraiment abouti.
Une autre option qui n'a pas été mentionnée était l'utilisation du champ magnétique terrestre, la théorie de l'époque étant que les motifs de ce champ pourraient être suffisamment réguliers pour être cartographiés et que, dans ce cas, la boussole d'un navire et la déviation qu'elle subit pourraient être utilisées. Cela allait finalement se heurter au problème que le champ magnétique terrestre était loin d'être régulier et changeait presque constamment. Cependant, il faudrait du temps avant que tous ne le réalisent vraiment. Ces deux méthodes reposaient sur la détermination de votre position par rapport à un point fixe, soit le galion de missiles balistiques, soit une variation magnétique qui avait été cartographiée auparavant. Les trois autres méthodes correspondaient davantage à ce que tout le monde recherchait réellement, une façon de déterminer exactement où l'on se trouvait à tout moment du jour ou de la nuit sans avoir besoin de points de référence externes en mer. L'option Jupiter reposait sur les éclipses des lunes alors connues de Jupiter, qui étaient beaucoup plus fréquentes que les éclipses de la propre lune de la Terre, utilisées comme une immense horloge céleste dans le ciel. Puisque ces éclipses se produisaient à une heure connue, il serait possible d'utiliser ces observations en les comparant à un almanach de différentes manières, par exemple en les rapportant au midi local pour déterminer l'heure locale et donc la longitude. Le problème ici, comme l'a noté Newton, était que seuls quelques télescopes dans le monde avaient réellement la précision nécessaire pour faire de telles observations, et même si ceux-ci étaient produits en grand nombre et que les marins étaient formés à les utiliser, du moins sur les plus grands navires. Il fallait encore trouver comment maintenir le télescope focalisé sur un point minuscule dans le ciel. C'était le système jovien alors que vous étiez sur un navire qui tangue et roule, c'était une toute autre affaire. Dans ces dernières années, nul autre que Galilée lui-même avait tenté d'améliorer un casque télescopique stabilisé pour faciliter cette tâche. D'autres idées proposent que l'astronome et son télescope soient enfermés dans une chambre sphérique à moitié remplie d'huile, à partir de laquelle il ferait alors ses prédictions de navigation, puisque l'huile, en théorie, resterait stable malgré les mouvements du navire, sauf ceux à la verticale. Cette version quelque peu italienne d'un astropathe précoce de Warhammer 40 000 mis à part, beaucoup d'autres avaient depuis tenté de résoudre le problème des observations en mer. Alors que les mêmes techniques appliquées sur Terre étaient en fait en train d'améliorer considérablement la cartographie des côtes européennes, puisque bien sûr la Terre a généralement tendance à rester au même endroit. La méthode lunaire était là encore une méthode ancienne. C'était un peu plus facile à observer que les lunes de Jupiter, la Lune étant un peu plus grande dans le ciel, et cela reposait de la même manière sur l'idée d'avoir un almanach. Dans ce cas, il s'agissait d'utiliser une étoile de référence, au niveau le plus basique, pour observer la position de la Lune et les angles entre elle et certaines étoiles clés. Entre cela et l'altitude relative de ces étoiles dans le ciel, il devait être possible de déterminer exactement quel ensemble d'alignements était observé, et donc l'heure prédite à laquelle il se produisait, comparée au midi local, vous donnerait votre longitude. Malheureusement, comme l'a observé Newton, les calculs, les tables et les instruments de l'époque n'étaient pas assez précis pour fournir quelque chose de réellement utile. 2 ou 3 degrés d'erreur représentaient la plus grande valeur, soit presque toute la distance entre la dernière position connue de l'amiral Chauvel et sa rencontre avec les îles Scilly, près d'un jour plus tard. Un effet secondaire de ces méthodes de résolution du problème s'est révélé très utile par la suite. Le besoin d'observations plus précises pour permettre des prévisions plus exactes a conduit dans les années 1670 à la création d'un observatoire ici sur Crooms Hill à Greenwich, que vous pouvez voir derrière moi. Celui-ci allait ensuite devenir l'Observatoire royal très peu de temps après, et en 1721, il fut décidé d'établir un nouveau méridien qui passait par cet observatoire. Avec le temps, cela est devenu de plus en plus important pour des raisons que nous expliquerons plus tard, mais cela allait finalement devenir le méridien d'origine de Greenwich, donnant naissance au temps moyen de Greenwich et dans l'espace au temps universel. Et nous allons aller jeter un coup d'œil à l'intérieur dans un instant pour voir quelles autres choses nous pouvons trouver dans l'observatoire qui sont liées au problème de la longitude. Il ne reste donc que la dernière méthode de Newton, une horloge. Pour répondre aux normes de la loi sur la longitude, une telle horloge ne pouvait gagner ou perdre plus de 3 secondes toutes les 24 heures.
puisque chacune de ces erreurs serait en théorie cumulative et que lors d'une traversée typique de l'Atlantique d'1 mois et 1/3, l'accumulation maximale de ces erreurs atteindrait environ 2 minutes, ce qui ne semble peut-être pas beaucoup, mais cela suffirait à fausser les calculs de longitude jusqu'aux limites extrêmes de la variance de degrés que l'entrée minimale acceptable permettrait. Tout ce qui gagnait ou perdait plus de 3 secondes par jour n'était pas admissible. Cela posait un problème car au moment de l'adoption de la loi, une horloge avait été inventée qui était suspendue dans le vide, ce qui permettait d'éviter les variations de pression ou d'humidité montées sur des cardans pour minimiser les impacts dus au mouvement du navire et équipée de 2 ressorts moteurs séparés afin de ne jamais perdre de temps lors du remontage, et même celle-ci avait une erreur pouvant aller jusqu'à 6 secondes par jour, en partie parce qu'aucune de ces mesures ne traitait les variations de température qui affectaient les matériaux dont elle était faite, et en partie parce que même les cardans ne protégeaient pas entièrement les balanciers et l'échappement des effets inertiels d'un navire en mer. Alors que nous pénétrons dans l'observatoire de Greenwich, nous faisons entrer le héros de cette histoire dans notre récit. George Harrison, né en 1693 dans le Yorkshire, a grandi comme charpentier avec une passion pour la musique. À un âge avancé, il a construit sa première horloge, alimentée par un pendule. Sans aucune formation dans l'art de l'horlogerie ou de la fabrication de montres, et ayant appris tout ce qu'il savait de l'art obscur de la chronomancie à partir d'un exemplaire des Principia de Newton et d'une série de conférences du mathématicien Nicholas Anderson, qui enseignait à Cambridge, et dont les exposés ont été transcrits dans un livre, il avait construit sa première horloge presque entièrement en bois. La présence de métal était minimale, même les engrenages étaient en bois, découpés dans du chêne en suivant le fil pour éviter l'usure ou la casse. Il avait également inclus une référence pratique pour concilier l'avance strictement mécanique du temps sur ces horloges avec la légère variation que l'on rencontrait en utilisant des cadrans solaires ou d'autres méthodes populaires de mesure du temps qui étaient courantes dans les années 1710. Il a probablement entendu parler du prix de la longitude, mais a continué à perfectionner ses horloges en bois pendant un certain temps, se révélant être un véritable prodige horloger. En 1722, il a terminé une autre horloge, presque entièrement faite de bois, et celle-ci a été réalisée pour Brocklesby Park afin d'être installée dans sa tour de l'horloge. En utilisant une quantité minimale de laiton, la majorité des pièces mobiles qui, dans presque toutes les autres horloges, sont en métal, sont dans ce cas taillées dans du bois de gaillac, ce qui signifie que l'horloge n'a pas besoin d'être graissée et a, cette année, gardé une précision presque parfaite pendant plus de 300 ans sans s'arrêter, sauf une fois en 1884, où ils ont dû l'arrêter de force pour rénover la tour. Cependant, la tour s'effondrait avant même l'horloge. Une partie de l'ingéniosité de Harrison s'est manifestée dans une série d'horloges qu'il a construites dans les années 1720, inventant et intégrant un pendule à compensation qui utilisait une série de plaques de laiton et d'acier à mi-chemin le long du bras du pendule, ce qui éliminait d'un coup le problème récurrent que ces horloges avaient connu par le passé avec la dilatation due à la température, les faisant avancer ou retarder lorsque la chaleur ou le froid les affectait. Ces nouvelles horloges gagnaient, ou perdaient du temps, de moins d'1 seconde par mois, aidées par une autre invention qu'il avait conçue, l'échappement à sauterelles, qui permettait aux engrenages de l'horloge d'avancer à un rythme fixe de manière assez fiable. Puis, en 1727, Harrison décida qu'il en savait assez pour s'attaquer au problème des horloges marines, même si cela signifiait abandonner immédiatement ses avancées dans la conception de longs pendules, car il comprit aussitôt que cela ne fonctionnerait jamais à bord d'un navire en mouvement. Il commença donc à esquisser un plan pour une horloge marine afin de résoudre le problème de la longitude. Au début de 1730, il fut enfin satisfait de la conception préliminaire et partit vers le sud pour Londres. Quand il est arrivé en été, d'autres avaient déjà essayé de fabriquer une horloge pour régler ce problème. Comme Newton l'avait observé 16 ans plus tôt, cette solution particulière était bien connue en principe. La fabrication de l'horloge elle-même posait problème. De nombreuses tentatives avaient atteint des niveaux de succès variables sans jamais être suffisamment précises sur une longue période en mer. Le Conseil de la longitude était composé de nombreux hommes importants très occupés, il n'y avait donc aucun endroit où s'adresser directement pour être entendu. Le Conseil ne se réunissait que lorsqu'un nombre suffisant de membres était convaincu de convoquer les autres pour examiner la dernière proposition, une situation qui ne s'était jamais vraiment produite, à part l'intérêt de quelques membres amusés qui se présentaient avant que quelqu'un ne repère un défaut majeur dans la dernière présentation.
Cependant, Harrison connaissait Edmond Halley, le célèbre astronome et découvreur de la comète de Halley, qui était membre du conseil, et plus important encore, Harrison savait où trouver Halley, ici à l'observatoire de Greenwich. Cependant, bien que Halley lui-même puisse voir le potentiel des plans, le vieil homme savait aussi que beaucoup de membres du conseil étaient très attachés à l'idée de résoudre le problème en se concentrant sur les cieux, et qu'aucune quantité de jolis schémas ne les persuaderait du contraire. À la place, il orienta Harrison, avec quelques encouragements, vers George Graham, un horloger expert, concepteur d'instruments scientifiques et membre de la Royal Society. Arrivant chez Graham à 10 heures du matin, Harrison repartit 10 heures plus tard avec un prêt important avec lequel on lui demanda de construire le garde-temps qu'il proposait. Ainsi commencèrent 5 longues années de travail. Avec son frère James, cela conduirait finalement George Harrison à construire sa première soi-disant horloge C, que nous appelons aujourd'hui H1, Harrison 1, très original, je sais. En 1735, cette pièce d'horlogerie de 38 kilos se trouvait sur un bureau dans le cabinet de George Graham à Londres, après un voyage inaugural sur une péniche sur la rivière Humber, dans le nord, avant d'arriver dans la capitale. Ressemblant davantage à un objet échappé d'un décor de Doctor Who qu'à une horloge, elle utilise des paliers en bois de lignum vitae pour éviter le besoin d'huile et de graisse, ainsi que son échappement à sauterelle et un court pendule monté sur un ressort avec des contrepoids à balancier que vous pouvez voir sautiller en arrière-plan. Ceux-ci sont réglés les uns contre les autres, de sorte que le mouvement d'un navire qui en perturbe un sera contrebalancé par l'autre. Divers autres ressorts de compensation intégrés, que vous pouvez voir là en bas, maintiennent différentes parties de l'appareil en sécurité. La Royal Society est venue la voir après avoir reçu une note du membre George Graham qui disait « John Harrison, ayant avec beaucoup de travail et de dépenses, conçu et réalisé une machine pour mesurer le temps en mer, selon un principe qui nous semble promettre un très grand et suffisant degré de précision, nous sommes d'avis qu'elle mérite vivement un soutien public afin de permettre un essai approfondi et une amélioration de ces divers dispositifs pour prévenir les irrégularités du temps qui surviennent naturellement en raison des différents degrés de chaleur et de froid, d'humidité et de sécheresse de l'air, ainsi que des diverses agitations du navire. » C'est cette horloge précise qui, en 1736, se retrouverait à bord du His Majesty's Ship Centurion en route pour Lisbonne, accompagné de Harrison et d'une note du premier lord de l'amirauté à l'attention du capitaine du navire. La note disait « Monsieur, l'instrument qui est embarqué sur votre navire a été approuvé par tous les mathématiciens de la ville qui l'ont vu et quelques-uns ne l'ont pas vu. Comme le meilleur jamais conçu pour mesurer le temps. Comment il fonctionnera en mer, c'est vous qui en serez le juge. » J'ai écrit à Sir John Norris pour lui demander de renvoyer l'instrument et son fabricant, que je crois être avec vous, par le premier navire qui rentrera. Ceux qui le connaissent le mieux disent que cet homme est très ingénieux et sobre et qu'il serait capable de découvrir encore plus s'il recevait un peu d'encouragement. Je vous demande donc de traiter cet homme avec courtoisie et d'être aussi bienveillant envers lui que possible. Pour être honnête, il était probablement simplement soulagé que l'amirauté ne l'ait pas envoyé en mer avec ses feux d'artifice gigantesques, plus que toute autre chose. Ainsi, le capitaine Proctor mit les voiles comme prévu, et comme raconté précédemment, Harrison et cette horloge rentrèrent chez eux à bord de l'Orford, qu'il sauva avant de retourner à Londres pour la première réunion complète du Conseil de la Longitude. De façon hilarante, la seule personne présente à formuler une critique significative de l'horloge fut Harrison lui-même. Entre deux accès de terrible mal de mer à cause du mauvais temps à bord du Centurion en route vers le sud, il avait travaillé à corriger quelques petits problèmes qui avaient fait perdre du temps à l'horloge en chemin, ce qui expliquait en partie pourquoi l'appareil avait si bien fonctionné au retour. Sa déviation était en réalité dans les paramètres pour être éligible au prix de 10 000 livres, mais il a dit au comité qu'il y avait quelques problèmes qu'il voulait corriger, ainsi que d'essayer de rendre l'ensemble plus compact. S'il convenait au comité de lui avancer une somme pour 2 années de travail supplémentaire, il pourrait revenir avec une montre encore meilleure qu'il enverrait pour le voyage d'essai officiel aux Indes occidentales. Avec 250 livres payés immédiatement et 250 autres disponibles à l'achèvement, le comité imposerait une dernière condition. Une fois le travail terminé, les 2 montres leur appartiendraient. Harrison accepta, déménagea à Londres et commença à travailler en 1737 sur son prochain projet, l'horloge qui deviendrait connue sous le nom de H2.
Et voici H2. Croyez-le ou non, elle est un peu plus compacte et utilise beaucoup plus de laiton que de bois, ce qui est le résultat du fait que Harrison était basé à Londres, avec accès à de nombreux horlogers de renommée mondiale auxquels il pouvait sous-traiter la fabrication proprement dite. Elle fonctionne sur un principe similaire à celui de H1, vous pouvez probablement voir les contrepoids se déplacer d'avant en arrière-plan, mais elle comportait quelques améliorations. Un mécanisme de remontage secondaire permettait d'atténuer la tension sur l'échappement, un système de lames bimétalliques encore meilleur et quelques autres caractéristiques dont chacune aurait pu mener à un brevet lucratif et à une avancée majeure dans l'horlogerie de précision à elle seule. Au début des années 1740, cette pauvre chose était chauffée, gelée et secouée dans tous les sens par des membres de la Royal Society de plus en plus enthousiastes, lors d'une série de tests qui étaient sûrement bien plus violents que tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre à bord d'un navire. Ce n'est pas que le risque était entièrement unilatéral, bien que plus petit que le H1, l'appareil pèse environ 43 kg de plus que le H1, principalement en raison de la plus grande proportion de métal qu'il contient. La Royal Society estimait que cette horloge méritait le prix de 20 000 livres. Mais il y avait deux problèmes. Premièrement, la Royal Navy était alors engagée dans la guerre de succession d'Autriche, ce qui signifiait que l'amirauté n'était pas disposée à l'emmener en mer pour des essais, de peur qu'il ne tombe entre les mains des Espagnols. C'était tellement vital pour l'amélioration continue de la marine. Et deuxièmement, Harrison avait découvert un défaut fondamental dans ses magnifiques balanciers à contrepoids. Il fonctionnait dans presque toutes les circonstances imaginables qu'un navire pouvait rencontrer, sauf une. Si un navire effectuait un virage serré, le mouvement de balancement complexe pouvait encore affecter la précision de l'horloge. Ainsi, Harrison n'en était pas satisfait et, bien qu'il l'ait remis comme promis, il a demandé au conseil une allocation supplémentaire pour lui permettre d'y retourner et d'essayer de fabriquer une horloge encore meilleure. Harrison obtint l'autorisation et débuta la création de sa nouvelle horloge nommée H3. C'est par ici. H3 a abandonné le balancier à barre au profit de ce que vous pouvez voir osciller d'avant en arrière, en haut, là et peut-être sur le côté des balanciers circulaires. Cette horloge comprenait également encore plus d'innovations. Une bande bimétallique servait maintenant de tendeur pour le ressort du balancier. Il a également inventé et intégré le roulement à rouleau en cage, qui est un ancêtre direct du roulement à billes en cage, lequel deviendra si essentiel dans presque tous les grands produits mécaniques des 19e, 20e et 21e siècles. Le H3 était prêt pour les essais en moins de 5 ans, mais Harrison n'a cessé d'y apporter des modifications et des améliorations. L'horloge a remporté la médaille Copley, la plus haute distinction de la Royal Society, en 1749 et est devenue une attraction touristique. Benjamin Franklin est arrivé en 1757 et a payé la somme franchement absurde de 10 shillings et 6 pence rien que pour l'avoir, ce qui équivaut à environ 75 livres si l'on ne tient compte que de l'inflation, ou à plus de 1200 livres si l'on utilise des mesures de valeur comparative. Sortant occasionnellement de son atelier pour demander et obtenir une nouvelle allocation, Harrison a travaillé pendant plus de 10 ans, tandis qu'à l'extérieur, d'autres avancées étaient réalisées. Au cours des années 1730, un écuyer anglais, John Hadley, et un vitrier de Philadelphie, Thomas Godfrey, avaient, séparément mais presque simultanément, inventé le même instrument, appelé un cadran, un octant, un cadran réfléchissant ou un nom similaire, qui fut rapidement perfectionné pour devenir le sextant. Cela permettait de faire des observations précises de la position du Soleil et de la Lune, ou de la Lune et des étoiles, qui pouvaient ensuite être comparées à des almanachs grandement améliorés afin de permettre le calcul de la longitude. Mais alors que le sextant et les trajectoires de la Lune étaient les prêts à la fin des années 1730, transformaient tout cela en une série d'almanachs qui tireraient une partie de l'immense quantité de travail liée aux nouvelles découvertes sur les points finaux de l'orbite de la Terre et de celle de la Lune, leurs relations réciproques, ainsi que la confirmation que la Terre se déplaçait bel et bien dans l'espace, tout cela reposant sur des travaux réalisés à l'observatoire de Greenwich en collaboration avec d'autres observatoires et stations d'observation à travers le monde, prendrait encore pas mal de temps.
Ce n'est qu'en 1757 que la méthode lunaire révisée a pu être emmenée en mer pour des essais, et même à ce moment-là, il fallait avoir une vaste connaissance des équations mathématiques pour effectuer toutes les corrections nécessaires à vos observations sur le pont avant d'intégrer le résultat affiné dans une comparaison avec l'almanach, ce qui vous permettait alors de déterminer où vous vous trouviez. Et même à ce stade, à moins de vouloir attendre midi local pour vous calibrer, il vous fallait toujours une horloge fiable pour connaître l'heure locale par rapport à l'heure d'observation de l'almanach. Au début des années 1750 en Angleterre, Harrison avait demandé à John Jeffreys de créer une montre selon son propre design, presque comme une distraction. Cela comprenait un nouveau type d'échappement conçu par Harrison, ainsi qu'une autre de ses idées, un train de rouage qui permettait à la montre de fonctionner avec un seul ressort, mais que ce ressort pouvait aussi être remonté sans interrompre l'entraînement du reste du mécanisme, ce qui est aujourd'hui une caractéristique courante sur la plupart des montres mécaniques. L'ensemble a également bénéficié du développement d'un nouvel acier de creuset qui était meilleur que le laiton pour certaines parties du mécanisme. En 1757, le H3 était enfin prêt. Il ne pèse que 30 kg, mais il n'avait toujours pas l'approbation de Harrison. Il pensait pouvoir réussir l'essai du comité. Cependant, la guerre de 7 ans était en cours, repoussant les essais en mer. Au lieu de perdre ce temps, John Harrison a alors combiné tout le travail, presque 2 décennies qu'il avait investi dans le H3, avec certaines des nouveautés qu'il avait intégrées dans sa petite montre de poche. Il les a ensuite combinés avec certains des nouveaux matériaux disponibles et, en seulement 2 ans, il a complètement abandonné les 3 décennies de travail que nous venons de voir pour se présenter en 1759 avec une simple montre de poche surdimensionnée de seulement 1,5 kg. Un contraste énorme avec tous ses efforts précédents. C'était et c'est toujours le H4. Trop petit pour utiliser du bois de gaillac, il a donc eu recours à de minuscules diamants et rubis dans sa quête d'éliminer les frottements sans avoir à utiliser d'huile, bien qu'au final, les pièces étaient si petites qu'une petite quantité d'huile restait nécessaire. Il comprenait le mécanisme de remontage que l'on trouve dans la montre, mais le ressort lui-même avait une autonomie de 30 heures, donc un remontage quotidien lui laissait toujours une bonne réserve de tension. Mais parmi les 4 chronomètres de Harrison présents ici à l'observatoire, le H4 est unique, car comme vous pouvez le voir, il ne fonctionne pas. En raison de la nécessité d'utiliser de petites quantités d'huile et de la tendance de ce liquide à s'infiltrer et à se dégrader, s'il était maintenu en marche comme le H1 à H3, il aurait besoin d'un entretien tous les 3 ou 4 ans, ce qui entraîne une usure et le risque d'endommager ou de perdre de petites pièces à chaque démontage. C'est pourquoi il reste inerte, tandis que ses merveilleux prédécesseurs continuent de fonctionner. Malheureusement, à la fin des années 1750, la composition du Conseil de la longitude avait considérablement changé. James Bradley, le nouvel astronome royal, était à l'opposé de Halley. Malgré leur intérêt commun pour la méthode de calcul lunaire, Halley cherchait simplement une solution fonctionnelle. Bradley était obsédé par l'idée de remporter le prix lui-même grâce à la méthode lunaire et il faisait désormais tout son possible pour contrarier Harrison, qui avait alors la fin de la soixantaine et était soutenu dans ses efforts par son fils William. En 1761, la guerre s'était assez calmée pour permettre des expéditions scientifiques. Le plan initial était que H3 et H4 soient testés ensemble lors d'un essai. Guillaume Harrison emmena donc H3 à Portsmouth et attendit à la fois l'affectation à un navire et l'arrivée de H4 sur laquelle son père effectuait presque quotidiennement des réglages minutieux. En novembre, le His Majesty's Ship Deptford, un rapide vaisseau de 4e rang de 60 canons, fut finalement mis à disposition. Guillaume allait naviguer à la place de son père, mais uniquement avec H4. George Harrison avait suffisamment confiance en H4 pour avoir retiré complètement H3 des essais. Lors de la première étape, de nombreux tonneaux de bière ainsi que pratiquement tout le fromage se sont avérés avariés et ont dû être jetés par-dessus bord. Bientôt, l'équipage du navire n'eut plus que la réserve douteuse d'eau douce. Le capitaine Diggs était inquiet. Madère était leur port d'escale le plus proche, et on pouvait y acheter du vin pour remplacer la bière perdue, mais d'après ses calculs, il leur restait encore quelques jours avant d'atteindre le port. William Harrison consulta la montre H4, calcula leur longitude et déclara qu'ils étaient en fait à moins d'1 jour de distance. Le lendemain matin, en effet, Madère fut aperçu et Diggs promit d'acheter la toute première montre marine que les Harrison mettraient en vente.
L'écart entre l'estime et la montre était d'environ 1,5 degré et la montre était parfaitement exacte. Après 3 mois en mer, ils atteignirent la Jamaïque où l'on découvrit qu'après 81 jours en mer, le H4 n'avait perdu que 5 secondes, largement dans les marges du prix de 20 000 livres. Lors d'une cérémonie quelque peu humoristique, le capitaine Diggs acheta puis offrit au jeune Harrison un octant, l'instrument de mesure pour la méthode lunaire, ce qui pourrait sembler un peu étrange jusqu'à ce que l'on réalise qu'il remettait en fait au Harrison l'équivalent de la tête de leur rival sur un plateau. À bord du sloop beaucoup plus petit, le His Majesty's Ship Merlin, William Harrison et le H4 firent un voyage de retour beaucoup plus difficile, posant pied-à-terre en Angleterre le 26 mars 1762. L'erreur totale accumulée lors des 2 voyages réunis était juste en dessous de 2 minutes, ce qui restait largement dans la marge pour le prix de 10 000 livres après avoir parcouru le double de la distance requise sans aucun contrôle. Cette performance à elle seule aurait dû faire remporter au Harrison le premier prix, mais comme mentionné, le comité avait changé. Au lieu de 20 000 livres, ils ont reçu 1 500 livres avec la promesse de 1 000 livres supplémentaires si le H4 réussissait un autre essai, les justifications données étant, comme certains organismes gouvernementaux britanniques de nos jours, inventées après coup dans le seul but de rejeter la demande. En fait, comme mentionné précédemment, un bon nombre des membres actuels du comité étaient en réalité fortement investis, à la fois au sens propre et au sens figuré, dans la méthode lunaire. Bien que l'astronome Bradley soit décédé en 1762, son successeur Bliss était tout aussi investi et a tourné en dérision le succès du H4 en le qualifiant de chance, peut-être un peu vexé par un voyage simultané qui avait utilisé sa chère méthode lunaire en 1761 et qui avait rapporté des erreurs de 1,5 degré, soit 50% au-delà de la limite inférieure requise pour remporter le prix. Bien que la méthode lunaire soit nettement plus compliquée à appliquer, le modeste H4, grâce au travail d'un équipage ordinaire de la Royal Navy, était resté la plupart du temps précis à quelques miles près, contrairement à la méthode lunaire qui affichait une marge d'erreur de 90 miles. Un second essai partit néanmoins pour la Barbade en mars 1764, une fois de plus avec William et le H4 à bord du His Majesty's Ship Tartar, tandis que le Princess Louisa était parti en septembre 1763, transportant la méthode lunaire et l'un de ses plus fervents partisans, Neville Maskelyne, avec l'idée de tester à la fois cette méthode ainsi qu'une relance de la sphère de télescope stabilisée pour l'observation de Jupiter, qui, heureusement, s'était éloignée de la méthode du bain d'huile. Les tentatives de suivre le mouvement rapide de Jupiter échouèrent malgré l'utilisation de dispositifs complexes. Les tables lunaires, mesurées par un expert en mathématiques, se révélaient précises à environ 1/2 degré près, une nette amélioration par rapport aux résultats de l'expédition de 1761. Les 2 groupes sont rentrés au Royaume-Uni et il a été constaté que la méthode lunaire était désormais globalement précise à 1 degré près, ce qui suffisait théoriquement à obtenir le prix inférieur de 10 000 livres. Quoi qu'il en soit, 5 000 livres furent attribués à la veuve de l'homme qui avait patiemment élaboré les tables lunaires à l'origine, Tobias Mayer, car il s'agissait clairement d'une avancée majeure par rapport à l'impossibilité de déterminer la longitude. Cela représentait tout de même une marge d'erreur de 60 miles. L'erreur de H4 à la Barbade, cependant, avait été légèrement inférieure à 10 000. C'était nettement mieux, mais le comité a encore changé les règles. Ils affirmaient désormais que Harrison, n'ayant pas expliqué à tous le fonctionnement de la montre, et il n'était maintenant prêt à lui offrir que 10 000 livres, mais à condition qu'il remette à la fois H3 et H4 ainsi que tous les plans de H4, ce qui l'empêcherait effectivement d'en fabriquer d'autres. Cela permettait aussi au conseil de profiter de tout autre appareil fabriqué en envoyant les plans à qui il voulait. Si les Harrison voulaient les 10 000 livres supplémentaires, ils devraient aussi produire, à leurs propres frais, 2 autres copies de H4 sans avoir accès à H4 ni à ses plans. En 1765, les débats faisaient rage, tandis que Maskelyne, qui était désormais astronome royal et président du conseil, tentait inlassablement de convaincre quiconque voulait bien l'écouter que la méthode lunaire était meilleure malgré le fait qu'il fallait au minimum 4 heures pour obtenir une solution moins précise que celle que H4 pouvait fournir en quelques minutes. Finalement, Harrison céda et démonta puis remonta H4 tout en expliquant à un public attentif le rôle de chaque pièce, une par une. Ces dessins furent également remis, puis le conseil réussit aussi à s'emparer des 4 chronomètres,
H1 à H4 pour un examen prolongé par Maskelyne, qui non seulement refusa de signer un reçu attestant qu'il les avait pris en bon état de fonctionnement chez Harrison, mais dont les employés, accidentellement j'en suis sûr, laissèrent ensuite tomber H1 en le sortant. Mystérieusement, bien qu'il ait réussi à garder l'heure lors de 2 traversées transatlantiques sous l'examen exclusif de Maskelyne, qui, soit dit en passant, était un homme qui détestait l'appareil presque autant qu'on peut détester un mécanisme d'horlogerie, le H4 commença mystérieusement à tomber en panne. Harrison fut laissé à travailler sur H5 et théoriquement H6 avec seulement son expérience et sa mémoire. Le conseil refusa de rendre à Harrison ses plans pour le H4 Maskelyne, fit transcrire les plans dans un livre qu'il publia, permettant à quiconque de copier gratuitement le design. Le fait que les droits d'auteur du livre lui soient revenus était bien sûr entièrement fortuit. Ironiquement, les notes de Harrison accompagnant les plans étaient incompréhensibles et quasiment inutiles, car personne ne pouvait déchiffrer son écriture. Finalement, le vieux Harrison réussit à terminer H5, qui était un appareil similaire à H4, tandis que Larkham Kendall, l'ancien apprenti de l'horloger John Jeffries, fut engagé par le conseil pour produire une réplique exacte de K-On, c'est-à-dire H4. William Harrison était en fait plutôt satisfait de cela, car Kendall lui était bien sûr connu, ainsi que K-On. Après 2 ans et demi de fabrication, il fut envoyé en expédition avec un certain capitaine James Cook, accompagné de 3 autres chronomètres produits par un certain John Arnold. Cook partit pour son 2e voyage à bord du His Majesty's Ship Resolution en 1772 et une partie de ce voyage consistait à comparer la méthode lunaire que Cook était suffisamment instruit pour comprendre et calculer avec les différents appareils qui étaient désormais appelés chronomètres marins. Cook finit par utiliser le K-On presque exclusivement, produisant lors de son voyage des cartes si précises que des versions légèrement mises à jour de certaines d'entre elles étaient encore utilisées par des officiers britanniques, néerlandais, américains et australiens en mer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant ce temps, le vieux Harrison avait en fait réussi à terminer H5, mais il s'est rendu compte qu'à son âge avancé, il ne serait pas capable de construire H6 et qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour voir les nouveaux tests inventés par le comité pour H5. Alors, la même année où Cook partit, William Harrison écrivit directement au roi pour lui expliquer la situation. George III prit H5 sous sa protection personnelle et ordonna qu'une série de tests censés être exactement les mêmes que ceux de Maskelyne pour H4 soient menés sous sa supervision personnelle à Richmond. Après quelques jours où H5 s'est déréglé, jusqu'à ce que le roi se souvienne qu'il avait rangé un tas de pierres magnétiques dans le placard à côté, H5 ayant bien sûr des composants en acier, le roi a alors déplacé les pierres magnétiques. Cela a stabilisé l'appareil et après 10 semaines d'observation, H5 n'avait varié que d'1/3 de seconde par jour. Le roi a alors rapidement fait le tour du plateau et s'est rendu directement chez le Premier ministre. L'affaire a été portée devant le Parlement et Harrison s'est vu attribuer 8750 livres, soit presque la totalité du solde qui lui était dû. Puis, en 1775, Cook revint avec des éloges enthousiastes pour K-On, le clone de H4, et très peu de choses à dire sur les cartes lunaires, ses journaux de bord étant plutôt remplis de références à ce qu'il appelait la montre, qu'il en était venu à considérer comme une sorte d'ami personnel. L'année suivante, en 1776, George Harrison est mort, enfin réhabilité dans ses dernières années. Malgré tout, l'œuvre de Harrison a survécu grâce à plusieurs horlogers qui ont utilisé ses plans pour simplifier la reproduction coûteuse et chronophage de l'horloge H4. Certaines de ses premières tentatives furent évidemment moins réussies, bien que Maskelyne soit devenu l'ennemi juré de pratiquement toute la scène horlogère de Londres, car ils découvrirent bientôt que les épreuves auxquelles il insistait pour soumettre leur création devenaient de plus en plus rapidement, à titre personnel, guère plus que des excuses à peine voilées pour trouver des moyens créatifs de les casser. Arnold, qui avait fourni les 3 autres chronomètres partis avec Cook en 1772, avait trouvé une solution au processus de réplication lent. Il sous-traitait la majeure partie de la production de sa version à de nombreux artisans, puis concentrait ses efforts d'expert uniquement sur la fabrication des pièces les plus complexes et sur l'étalonnage des chronomètres une fois assemblés.
La production de montres fiables est passée de quelques unités par fabricant au cours d'une vie à des centaines, bien que celle envoyée avec Cook ait mal fonctionné, c'est-à-dire celle d'Arnold. Mais au moment où il avait fabriqué le chronomètre Arnold numéro 36, ses erreurs étaient réduites à 3 secondes de variation par jour. Ce n'était pas à la hauteur du H4 ou du H5, mais c'était largement suffisant pour un usage général. Cela a été poursuivi par Thomas Earnshaw, qui a trouvé un modèle suffisamment fiable et a commencé à en fabriquer en masse, environ un toutes les 2 mois, tandis qu'Arnold produisait une série d'une demi-douzaine à une douzaine avant d'incorporer une nouvelle idée qu'il avait eue dans le lot suivant. Une compétition assez acrimonieuse entre les deux continue d'alimenter les débats parmi les historiens jusqu'à aujourd'hui, mais on peut au moins dire que cela a poussé les deux hommes à fabriquer des chronomètres encore plus fiables, plus rapidement et à des prix encore plus bas. Dans les années 1780, les capitaines de la Royal Navy et de la Compagnie des Indes orientales achetaient fréquemment les derniers chronomètres, parfois par paire. Ils les achetaient eux-mêmes, malgré un coût équivalent à environ 10 000 livres sterling actuels ou un revenu relatif de 150 000 livres sterling. C'est dire à quel point ces chronomètres étaient précieux. La marine a stocké des provisions à Portsmouth pour les distribuer aux navires qui prenaient la mer. Au moment où le His Majesty's Ship Beagle est parti pour son célèbre voyage, il y avait pas moins de 22 chronomètres à bord, la moitié provenant de l'amirauté et l'autre moitié appartenant soit au capitaine Fitzroy, soit prêtée par certains de ses amis. Les pertes que la Royal Navy a subies pendant les guerres napoléoniennes à cause d'erreurs de navigation ont considérablement diminué, tandis que la capacité des navires britanniques à surpasser leurs rivaux a été encore renforcée par la possibilité de tracer leur route bien plus précisément que les autres marines, dont les horlogers n'ont pas réussi à produire en masse des chronomètres précis pendant un certain temps. Bien que l'almanach et ses observations lunaires aient continué à être publiés et que les capitaines moins fortunés les utilisaient exclusivement puisqu'un exemplaire des tables et un sextant pouvaient être obtenus pour seulement 20 livres sur les navires de première ligne de la Royal Navy, cela restait une méthode secondaire par rapport au tic-tac précis d'1 à 3 chronomètres. Cependant, l'utilisation de la méthode lunaire comme solution de secours au chronomètre ou comme méthode principale sur les petits navires ou les navires étrangers qui devaient naviguer avec précision mais ne pouvaient pas se procurer un chronomètre fabriqué en Grande-Bretagne au début du 19e siècle a eu un effet secondaire inattendu. Un chronomètre calculait la longitude relative depuis n'importe quel méridien à condition que les cartes soient disponibles et tracées selon cette ligne. Cependant, les tables lunaires étaient toutes issues de l'observatoire de Greenwich, devenant ainsi la référence pour la navigation. Les cartes de l'amirauté britannique sont devenues les références mondiales pour la navigation maritime. Au fur et à mesure que le 19e siècle avançait, celles-ci étaient également tracées selon le méridien de Greenwich, avec les positions de diverses masses terrestres établies par une légion de navires britanniques utilisant des chronomètres comme référence de longitude. Et donc, en 1884, lorsqu'une conférence internationale a été organisée pour décider quel devrait être le méridien international de référence, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Ce méridien, celui de Greenwich, a été choisi lors de cette conférence par toutes les nations présentes, sauf bien sûr les Français, qui tiendraient bon jusqu'en 1911. Et pour être honnête, même après 1911, ils ont continué à appeler le méridien de Greenwich celui à partir duquel ils devaient désormais mesurer le méridien de Paris moins un petit peu. Donc actuellement, je me tiens dans l'hémisphère ouest, mais maintenant je me tiens dans l'hémisphère est, et maintenant je suis complètement confus géographiquement. À partir de la fin du XVIIIe siècle, chaque jour à 13 heures, la boule que vous voyez ici au sommet de l'observatoire de Greenwich était levée puis lâchée. Cela permettait à tous les navires sur la Tamise, qui pouvaient avoir cette zone particulière depuis la Une à l'époque, de régler leur chronomètre avant de s'aventurer. Et vous pouvez comprendre pourquoi le transport maritime international basé dans les ports de Londres pouvait voir cette chute. Nous filmons à environ 6 mètres à droite de cette grosse boule rouge et ce que vous voyez devant vous maintenant, c'est ce qui est aujourd'hui le O2 Arena, mais cela se trouve sur la péninsule de Greenwich. C'était autrefois une zone où il y avait beaucoup de navigation maritime et, en déplaçant la caméra, vous verrez apparaître ce qui est aujourd'hui le Musée national de la marine, mais qui était autrefois l'hôpital pour les marins retraités et blessés. C'est donc ici que la Royal Navy était basée. Cette vaste collection de gratte-ciel devant nous se situe dans les Docklands de Londres.
On l'appelle les Docklands parce que toute cette zone, au lieu d'être un ensemble de bâtiments, était autrefois un vaste réseau de canaux, de docks et d'entrepôts pour le chargement et le déchargement des navires. Et puis, en continuant encore plus à gauche, vous pouvez voir la courbe de la Tamise, vous pouvez voir le Cutty Sark et ses mâts, là-bas, que nous pourrions observer à un moment donné dans le futur, et puis complètement sur notre gauche, vous pouvez voir le dôme de la cathédrale Saint-Paul, qui se trouve en réalité au-delà du pont de Londres, qui est le point le plus haut sur la rivière que les navires à mât peuvent atteindre. Donc tout le long de là, si vous imaginez que tous ces gratte-ciel et ces grandes tours ne sont pas là, n'importe quel navire amarré sur la Tamise depuis le pont de Londres, en passant par le Tower Bridge, la tour de Londres, tout autour de l'arc de la Tamise et descendant ici à travers les Docklands, à travers les entrepôts et pratiquement jusqu'à Greenwich et Deptford, pouvaient tous voir cet endroit. C'était donc un endroit absolument parfait d'où les gens pouvaient vérifier leur chronomètre et s'assurer qu'ils étaient prêts avant de prendre la mer. Mais pendant un certain temps après ces changements remarquables, ils furent laissés à pourrir dans un coffre de stockage par les modèles masculins H1 à H3 qui moisirent à l'exception d'un bref nettoyage en 1836 jusqu'à ce que le lieutenant-commandant Gould de la Royal Navy se porte volontaire pour les nettoyer et les restaurer en 1920. H3 s'avéra particulièrement difficile, car il y trouva les restes de plusieurs dispositifs que Harrison avait intégrés à l'horloge, installés puis contournés pour de meilleurs, qui étaient également encore en place. Des pièces manquantes de H1 ont également dû être remplacées. Cependant, ce travail a été couronné de succès, ce qui a permis la magnifique exposition que vous pouvez venir admirer aujourd'hui à l'Observatoire royal de Greenwich. Et c'est ainsi que l'héritage de John Harrison a grandement contribué non seulement au succès de la Royal Navy, mais aussi par la suite à celui de l'Empire britannique et, peut-être plus important encore à l'échelle mondiale, à la navigation maritime en toute sécurité de manière générale. Des dizaines, voire des centaines de milliers de vies ou plus, sont dus aux efforts acharnés et déterminés d'un charpentier du Yorkshire, dont le but dans la vie était simplement de laisser sa marque avec les meilleurs chronomètres que le monde ait jamais vus jusqu'alors. Et je pense qu'au final, il a réussi au-delà de ses rêves les plus fous.